Bonsoir et bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle rencontre d'un endroit où aller, où ce soir nous partons pour la Belgique, où nous avons la joie de recevoir Alia Cardine, qui est un auteur qui a sorti le 15 octobre dernier un livre qui s'appelle Mademoiselle Papillon chez les éditions Robert Laffont. Pour l'interroger, on retrouve Marie-Adélaïde Dumont de la librairie Doucet au Mans et il y aura Bonsoir. une formation avec Frédéric Deguel qu'on ne présente plus. Avant de vous laisser converser toutes les trois, je vais rappeler que les participants peuvent poser des questions à Alia par mon intermédiaire. Ils peuvent utiliser le petit onglet « Converser » et je poserai à la fin de l'entretien les questions. Mesdames, je vous souhaite une belle rencontre. Merci Nathalie. Bonjour Alia. Bonjour. Un plaisir de se retrouver. Nous allons parler d'enfants, nous allons parler d'amour, nous allons parler de don de soi. Deux très jolies histoires qui entrent en résonance, deux thématiques, un métier en commun. Racontez-nous le début de ce livre. Une visite avec vos beaux-parents, une découverte, un coup de cœur. Oui. En fait, moi, les sujets de mes livres s'imposent souvent à moi. Et là, c'est en 2018, on est en juillet. Je suis en vacances avec ma belle famille. Autant vous dire que je traîne les pieds parce que ma petite dernière fait pas ses nuits. Et mon beau-père impose une visite de l'abbaye de Valloire. Et là, je me dis, mais il va m'achever. et puis alors, je me retrouve à écouter cette guide à moitié. Et puis, mon corps est tout recourbé sur lui-même. Et puis alors, elle prononce le nom Thérèse Papillon. Elle explique son projet en quelques mots. Et là, j'en ai encore des frissons maintenant, alors que j'en ai parlé 50 fois au moins depuis le début de la promotion. Il y a quelque chose qui se passe dans mon corps. Je me redresse. Je me dis, est-ce que j'ai bien compris? Enfin, en 1920, une femme, dans une période aussi sombre que l'après-première guerre mondiale, a bâti un projet aussi lumineux. Et là, je regarde tout le groupe en me disant, il y a un truc que je n'ai pas bien compris, c'est impossible qu'une femme ait fait ça. Et personne ne bronche. Donc, je me dis, bon, voilà, je n'ai pas bien compris. Alors, du coup, je lève le doigt en tant que bonne élève et je demande à la guide, est-ce que j'ai bien compris? Et là, elle me confirme que oui. Et dans la minute, les 2 minutes qui suivent, moi qui n'ai jamais voulu écrire un roman sur un personnage, enfin, sur quelqu'un qui a vraiment existé, parce que je trouve que c'est très compliqué, le respect, c'est quelque chose de très important pour moi. Mais je décide que de toute façon, en fait, c'est même pas une décision, c'est quelque chose qui s'impose à moi parce que je tombe en amour avec cette femme. Je suis en pleine admiration et je trouve que ça fait tellement du bien d'admirer des grandes femmes. Je trouve que c'est important dans une vie. Et là, directement, dans les minutes qui suivent, je commence à élaborer comment je vais pouvoir parler de cette femme, quelles sont les ressources, quelles sont les sources aussi. Alors, c'est ça qui était extraordinaire, une très grande femme, Thérèse Papillon, juste parmi les justes, reconnue après la guerre. On va la suivre pendant très longtemps, mais d'une femme d'une discrétion absolument incroyable. Ce qui va être très intéressant, et c'est ce que fait ce livre, Alia, c'est de faire ce parallèle entre deux histoires. Ça s'est rapidement imposé à vous, l'histoire de Gabrielle, qui arrive avec tout le bruit et la fureur du 21e siècle. Oui, j'ai rapidement compris que Mademoiselle Papillon, dans son immense, dans sa bonté exceptionnelle, avait un très gros défaut, c'est que, à mon goût, elle était trop parfaite. Et je ne voulais pas la charger ou la noircir inutilement, mais je savais que mon lecteur, peut-être, sur tout un roman, se dirait, mais je me sens loin de cette femme qui est toujours parfaite, qui réussit tout, etc. Et donc, je me suis dit, mais j'ai besoin d'une intrigue au présent pour que mon lecteur puisse s'identifier. Et là, par hasard, en fait, j'ai beaucoup de lecteurs qui me contactent via Facebook et Insta. Et j'ai une lectrice qui m'a contactée via Facebook et qui m'a dit, voilà, en fait, je suis maman d'un grand prématuré. Le jour où vous écrivez sur la néonatologie, est-ce que vous pourriez, est-ce que je serais ravie de vous faire part de mon témoignage. Donc, je me suis dit, ah tiens, mais intéressant. Et donc, j'ai appelé cette femme et elle a témoigné. Et en fait, je vais commencer l'écriture 3 semaines plus tard. Et son témoignage était tellement puissant que j'ai commencé l'après-midi même. Je me suis dit, mais là, il y a quelque chose. De nouveau, j'en ai des frissons. Je vais passer la soirée à avoir des frissons. Et donc, vraiment un univers fabuleux. Et j'ai directement envoyé des emails cet après-midi-là au directeur, en chef de service de néonatologie pour pouvoir m'immerger dans ces milieux-là. Et comparer. Qu'est-ce que vous saviez, pardon Marie-Adélaïde, qu'est-ce que vous saviez de la néonatologie au moment où cette femme vous a... Excellente question. Alors, Frédéric, il y a quelque chose, je ne sais pas,
que j'ai découvert en écrivant, c'est que souvent, j'ai l'impression de savoir comment sont les choses. Et puis, à partir du moment où je commence à interviewer, je me rends compte de l'immensité de mon ignorance, en fait. Et que c'est vraiment quand on rencontre l'autre dans son milieu, dans son univers, qu'on peut connaître à la fois sur le plan technique, mais aussi sur le plan des émotions, ce que c'est ce quotidien-là. Moi, à la néonatologie, j'y connaissais rien, puisque mes 3 enfants en sont post-terme, sont nés post-terme, on n'arrivait pas à les sortir. Donc, vraiment, j'étais loin de cet univers-là. Et donc, je me suis dit, sur le plan technique, il faut que j'ai des informations, mais aussi, il faut que j'apprenne ce monde, que je puisse le ressentir. Et donc, j'ai décidé d'aller passer plusieurs journées dans les services de néonatologie. Et j'ai demandé à 3 chefs de service, un homme et 2 femmes. Les 2 femmes m'ont accueilli bras ouverts et l'homme n'a jamais répondu à mon email. Peut-être qu'il va nous rappeler maintenant. Peut-être, voilà. Sur Facebook, il va sûrement rentrer en communication. Alors, c'est une alliance assez incroyable, c'est ce que vous nous racontez dans ce livre. La salle 79, celle où va travailler Gabrielle, cette salle reçoit les grands prématurés. Elles n'ont pas 3 minutes pour se décider à agir, elles ont 25 secondes. Vous avez retranscrit ce drame, cette urgence, cette rapidité. Et en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que c'est un travail d'équipe, c'est une alliance. Une maman, un bébé, des médecins, des infirmières. Oui, en fait, le premier jour, quand je suis arrivée en néonatologie, alors vous allez vous dire, cet écrivain est débile. Évidemment qu'il fallait faire une infirmière dans le présent, une infirmière dans le passé. Pas du tout. Ma petite dernière ne faisait toujours pas ses nuits à ce moment-là. Moi, je me demandais, est-ce que je mets un médecin? Est-ce que je mets une infirmière? Bon. Donc, j'arrive, je leur dis, à la fin de cette première journée d'interview, je déciderai si c'est une infirmière ou une médecin qui doit être le personnage principal. Et là, je découvre un monde avec les témoignages des infirmières, parce que j'ai interviewé que des femmes infirmières, parce que c'est des hommes. Je découvre un univers que je ne connaissais pas et un métier que je ne connaissais pas. J'avais des préjugés sur ce métier et en fait, je découvre que c'est un métier qui est d'une exigence et d'une responsabilité dingue. En fait, moi, je voyais plus une fonction d'exécutante, d'accompagnement, mais je découvre que ces femmes, en fait, doivent à la fois allier une performance, donc dans les décisions à prendre pour le traitement des bébés ou la réanimation ou plein de gestes qui vont être très compliqués, et énormément d'humanité parce qu'ils ne font pas face à un seul patient, mais ils font face aux petits patients et aux parents du patient. Et en plus de ça, tout le monde vient de subir un traumatisme. Parce que, je veux dire, c'est imprévisible, une vie qui arrive trop tôt. Et face aux machines, les parents perdent complètement leur instinct. Et donc, elles doivent à la fois gérer une technicité de haut vol et en même temps être dans une humanité pour accueillir la souffrance de tout ce petit monde qui essaye de vivoter dans une situation qui est souvent tragique parce qu'on n'a souvent pas les réponses au début. Est-ce que l'enfant va survivre ou pas? Ça, c'est souvent le grand point d'interrogation. Avant qu'on reparte à l'abbaye de Valloire, une dernière petite question. Nous sommes dans cette salle. Il y a un phénomène qui va nous accompagner tout au long de ces pages dans la salle 79, c'est le bruit. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui met en péril un équilibre, une attention, une écoute. C'est ça qui peut faire vriller une personne, cette intensité. Je crois que c'est le bruit des souffrances, surtout. C'est vrai qu'il y a les alarmes aussi, c'est vrai. Mais je crois que c'est aussi constamment, peut-être les cris des enfants, mais aussi la douleur exprimée d'une façon ou d'une autre par les parents, qui fait que Gabrielle, infirmière en néonatologie, glisse lentement dans une certaine indifférence. Parce qu'à la base, comme toutes les infirmières sur cette terre, elle a choisi ce métier parce que c'est une vocation. Je crois que c'est vraiment le métier qu'on choisit parce qu'on a envie d'aider l'autre. Et on est avec toutes nos images de ce que ça peut représenter. Et puis alors, on est confronté à cette réalité. Et le don de soi est quelque chose qui exige un repositionnement constant sur comment est-ce qu'on fait pour évoluer avec ça, pour rester soi-même profondément vivant et plein d'énergie, alors qu'on fait face à des très hauts challenges. Et donc, elle voit que elle s'est brûlée les ailes, elle a voulu énormément se donner, et en fait, elle s'est un peu perdue là-dedans, et donc, elle commence à mettre une certaine distance avec ses petits patients. Elle devient automate.
Ouais, tout à fait. Et En réalité, on est sur une notion de métier qui est très intéressante parce que vous faites un travail qui est un travail de journaliste, Ouais. je trouve. Ah, merci. Vous étiez avocate, Oui. donc vous faites aussi une enquête presque policière auprès des services médicaux. Et Ouais. comment vous vous positionnez, enfin, vous devez vous en rendre compte, je veux dire que même sur vos précédents livres, vous avez fait ça, d'être avec des médecins, d'aller chercher de l'information, que ça soit psychiatrique, que ça soit psychologique. Donc, est-ce que vous avez conscience que vous faites un autre métier aussi que celui d'écrivain? En fait, moi, ça me nourrit. Vous voyez, vous me demanderiez maintenant, Frédéric, de construire une intrigue, simplement une intrigue, sans aucun sujet qui me passionnerait. Je ne suis pas sûre que j'arriverai à faire ça. Ces témoignages, ça me charge d'énergie et d'émotion et ça me permet d'accéder à une profondeur que je n'aurais pas en fait toute seule. C'est la sagesse des autres que je reçois parce qu'ils me captivent et du coup, ça nourrit toute l'intrigue. Alors, je ne sais pas quel métier je fais, mais en tout cas, je crois que je ne serai plus jamais écrire sans avoir un sujet qui me captive profondément, que ça fera toujours partie de mon modèle d'écriture, de tomber sur un thème que je trouve peu abordé par la littérature et de me dire, j'ai envie de le donner, qu'il soit plus accessible au public. Est-ce que ces personnages-là qui sont dans le livre, ils sont vrais? Les histoires, elles sont vraies? Ah non, ça Gabrielle n'existe pas et à la fois elle existe dans toutes les infirmières que j'ai rencontrées. Il y a... non, j'ai chaque fois inventé, mais sur base de ce qui m'était raconté. Mais ces témoignages suscitent, génèrent une certaine créativité. Je trouve que j'ai l'impression que j'aurais pas si j'avais pas autant de témoignages. Je sais pas si j'ai bien répondu. Est-ce que Mademoiselle Papillon fonctionne pas exactement de la même manière? Pour se dépasser, juste après la guerre, en 1920, elle a besoin d'aller au bout de son rêve, elle a besoin de lutter, elle a besoin que ça devienne une réalité et elle va se dépasser, elle va aller beaucoup plus loin que son métier lui demandait en prenant en charge tous ces enfants abandonnés. Ouais. Oui, c'est ça, elle est en réaction profonde avec la vie. La vie la fait réagir et la vie la guide sur son chemin parce qu'elle est en train de soigner dans le dispensaire où elle a été envoyée en tant qu'infirmière à Vraigne-en-Vermandois. Elle est en train de soigner des petits patients, des grands patients. Et elle voit les enfants qui meurent dans la rue et en fait, elle ne peut pas rester indifférente au monde extérieur. Elle a besoin, elle est en réaction avec ce monde et donc elle décide de créer un préventorium pour les protéger. Et pour moi, c'est ça, être pleinement vivant. C'est être tout le temps dans une dynamique avec la vie en réaction, que l'autre, l'énergie de l'autre suscite quelque chose chez nous. Ça la pousse à se dépasser. En fait, c'est une femme qui va délibérément choisir de ne pas se marier, de se consacrer à ses enfants, mais elle va reconnaître, et tout au long de sa vie, elle n'est jamais seule, puisqu'elle a ce projet, et puis surtout, elle est portée par une foi à traverser les montagnes. Alors en fait, moi j'ai interviewé des dizaines d'heures des gens qui l'ont connue, âgés de 60 à 97 ans. Et donc, je ne peux faire qu'avec ce matériel oral. Donc, je ne sais pas si elle a connu un homme. Là, c'est un petit peu, les témoignages n'étaient pas tout à fait clairs. Et je ne voulais pas manquer de respect à cette femme en allant sur ce sujet-là. Et donc, j'ai laissé ça de côté. Mais je crois que le mariage d'une vie, pour elle, c'est vraiment elle et son abbaye, elle et son projet. Et en effet, elle avait une foi qui faisait en sorte que quand son trésorier, j'ai rencontré le petit-fils du trésorier, quand son trésorier lui disait, écoutez, votre projet, il ne va pas tenir, on n'a pas les finances pour ça, elle ne comprenait même pas ce qu'il voulait dire par là, parce que pour elle, il était évident que de toute façon, elle avait Dieu à ses côtés et que de toute façon, donc, ça fonctionnerait. Puisque c'était un projet qui était mené avec elle et Dieu, c'est la meilleure équipe. Vous pouvez peut-être rappeler qu'est-ce que c'est un préventorium? Ça serait bien de. Alors,
Oui, tout à fait. Alors, donc, Thérèse, en voyant les enfants mourir dans la rue, sur le trottoir à Brennes-en-Belmondois, s'est dit, mais en fait, il faut un lieu pour protéger ses enfants de la tuberculose. Et donc, elle a été chercher un peu partout dans la région, mais évidemment, avec la Première Guerre mondiale, il n'y avait plus beaucoup de bâtiments. Et elle a trouvé cette abbaye. Et en fait, l'idée était d'avoir un lieu où on pourrait accueillir les enfants pour les nourrir, pour leur donner l'alimentation qu'ils n'avaient plus parce que les familles étaient très pauvres, pour leur donner le repos, donc plusieurs heures par jour de sieste, aussi le bon air de la campagne. Et donc, elle va recevoir comme ça des centaines d'enfants, soit de familles très pauvres, soit des enfants qui sont malades, pour pouvoir les préserver, les remettre sur pied. Et donc, notamment, là, il y a une femme qui est venue vers moi il y a 2-3 jours, qui a resté 16 mois auprès de Thérèse Papillon et qui a fait un témoignage très touchant en vidéo parce qu'elle a lu le roman et donc elle pouvait dire voilà, si elle trouvait ça proche de la réalité ou pas. Et donc, ces enfants restaient pendant de longues périodes là à être soignés par Thérèse Papillon. Donc, l'idée, on ne devait pas simplement, elle, son souhait, Thérèse, n'était pas simplement d'apporter des soins, mais aussi une bienveillance, de l'amour. Et je trouve que cet amour et cette joie m'a vraiment été transmise à travers les témoignages. Donc aujourd'hui, j'avais par exemple un homme de 90 ans qui est encore patron de 8 sociétés, qui a été sauvé véritablement par Thérèse Papillon et qui a une vitalité et une joie dans sa voix quand il en parle. C'est juste hallucinant. On sent encore qu'elle n'a pas transmis simplement des soins, mais qu'elle a transmis aussi des valeurs, de l'amour, et que sa générosité et sa joie se transmet d'elle à cet enfant qui a maintenant 90 ans et sans doute que lui va la transmettre à d'autres. Et je trouve que ça, c'était une des plus belles leçons pour moi avec Thérèse Papillon, c'est que quand on donne à quelqu'un d'autre, je n'avais pas mesuré qu'on donne aussi à toutes les personnes qui vont croiser le chemin de cette personne-là. Et ça nous donne en tant qu'être humain un pouvoir infini parce que ce qu'on fait de bien, en fait, le bien se perpétue. Donc, la personne va aller mieux et va sans doute aussi aider quelqu'un d'autre ou va être maintenue en vie, va peut-être faire du bien autour d'elle. Et donc, ça, c'était une notion je trouve, qui m'a fort touchée chez Thérèse Papillon et que j'ai fort ressenti en interviewant tous les gens qu'elle avait sauvés. Et Thérèse Papillon avait une autre force aussi, et moi, c'est ça qui m'a impressionnée, c'était de convaincre et de fédérer une équipe autour d'elle, parce qu'elle n'a pas travaillé toute seule. Il y avait de plus en plus de gens qui venaient travailler quasi bénévolement et qui étaient là au quotidien pour tous les petits travaux. Et je pense que c'est ça, donner de l'impulsion, c'est ça, donner de soi, c'est ça la passion de son bonheur. Elle savait convaincre les autres. Oui, et c'était vraiment... ce qui m'est revenu, c'était qu'elle était à la fois pleine de douceur envers les enfants, mais aussi une maîtresse femme pour pouvoir diriger tout ce monde-là. Et pour elle, il y avait des exigences, par exemple l'exigence de l'accueil vers ses enfants. Il y avait intérêt pour cette demoiselle qui travaillait bénévolement à être impeccable, parce que pour elle, elle n'aurait pas toléré qu'on ne soit pas impeccable envers les enfants. Il fallait vraiment un accueil impeccable. Mais il n'y avait pas l'eau courante et l'électricité. Donc, en même temps, elle ne voulait pas trop se distancier de la situation dans les familles où les enfants venaient pour qu'ils ne soient pas trop habitués à un luxe qu'ils n'auraient pas au retour chez eux. Mais c'est vrai qu'elle avait un pouvoir de conviction et même à un certain moment, quand les Allemands vont vouloir prendre possession de l'abbaye, elle arrive à les retourner et à faire en sorte que, voilà, grâce à une... On ne dira pas comment, voilà. mais elle a peur de rien, en fait. Et c'est une force extraordinaire, peut-être une force qui manque en ce moment à notre autre héroïne, Gabrielle. Elle perd ses bases, elle vacille un peu, elle doute d'elle. Mais avant de parler de Gabrielle, je voudrais qu'on parle de son rapport aux mamans. Qui sont aussi des personnages en souffrance dans cette fameuse salle 79. Parce que ces mamans arrivent avec un sentiment d'échec et d'avoir le mot, la conjonction « si ». Et si j'avais fait ça, ça ne serait peut-être pas arrivé. Et si je m'étais comportée comme ça. Et je trouve que le rapport de Gabrielle avec les mamans
à la fois en douceur, à la fois en attente, et très intéressant. Oui, oui, cette toute première interview avec cette maman qui m'avait contactée m'a énormément touchée parce que j'avais pas. J'ai plongé dans cet univers comme ça avec une maman qui était d'une grande sensibilité, qui avait des mots pour pouvoir le décrire enfin, je m'y voyais quand elle me le racontait. Et c'est vrai que dès qu'il arrive quelque chose à un de nos enfants, je crois que tout parent se demande chaque fois ce qu'il aurait pu faire différemment. Enfin, et là, évidemment, cette question prend des proportions immenses parce qu'on ne sait pas ce qui provoque le plus souvent un accouchement prématuré. Et je ne sais plus ce que j'allais dire. Est-ce que vous êtes sûr de ça? Est-ce que vous êtes sûr de ça, qu'on ne sait pas ce qui provoque un accouchement prématuré? Alors, on ne sait pas ce qui provoque dans les comportements de la mère. Évidemment, si elle a une infection urinaire, ça peut provoquer un accouchement prématuré, etc. Il y a plein de petites choses. Donc, ça, du côté médical, on sait plus. Mais je veux dire, il y a plein de femmes. Moi, j'ai déménagé enceinte, j'ai porté des caisses, etc. Et il ne s'est rien passé. Il y a d'autres femmes qui prennent une caisse et puis c'est la catastrophe. Donc, on ne sait jamais Justement, dire. C'est ça la question. On est fort inégal, quoi. C'est ça ma question, justement. Effectivement, il y a des femmes qui repeignent toute la maison la veille de l'accouchement et il ne se passe rien, etc. Et il y en a d'autres pour qui il y a quelque chose et on est très ignorant en réalité du fait qu'un être puisse arriver ou choisir de partir et de ne pas arriver. Est-ce que vous, en tant que, alors je dirais enquêtrice pour votre livre, mais aussi en tant que mère, c'est peut-être le moment le plus fort pour une femme. C'est celui où on touche l'être au monde, l'arrivée de cet être au monde. Et c'est très émouvant, cette arrivée. C'est pas innocent d'arriver sous un cialytique dans un hôpital avec des gens qui vous manipulent ou d'arriver chez soi dans la douceur, dans un accouchement très naturel. Il y a beaucoup de discussions là-dessus et beaucoup de débats. Quel est votre point de vue là-dessus? Parce qu'on voit beaucoup de choses médicales dans votre livre, on voit le protocole, mais il y a beaucoup d'interrogations humaines. C'est quoi un enfant qui arrive, qui s'en va, enfin, qui ne vit pas, qu'on n'arrive pas à sauver alors qu'on a un plateau technique, entre guillemets, qui permet beaucoup de choses? J'ai pas vraiment de réponse parce que je trouve que chaque maternité, chaque naissance est différente. Moi, j'ai accouché de la façon la plus banale et la plus lointaine de l'humanité possible et je savais même pas qu'on pouvait accoucher différemment. C'est ça qui est grave. Enfin, pour la dernière, je savais un peu, mais voilà, de toute façon, voilà, il fallait la médicalisation. Personnellement, maintenant, j'ai fait du chemin et je trouve que ce qui manque à notre société, justement, c'est un savoir plus grand. Il y a plein de livres qui arrivent sur le sujet. J'étais justement en train de potasser ici celui-ci, par exemple, la naissance, découvrez vos super pouvoirs. Je trouve qu'on a plus besoin de récits qui nous racontent d'autres types de connaissances que celles qui nous sont proposées. Maintenant, évidemment, c'est aussi essentiel ça va de pair avec le débat une sage-femme, une femme, qui est le débat le combat qui est en France aujourd'hui. Ça va de pair avec financer enfin les hôpitaux d'une façon correcte pour que les infirmières puissent exercer leur métier en ayant le temps, en ayant l'énergie, en pouvant se donner elles-mêmes d'une façon qu'elles aiment. Et je trouve que la problématique, c'est touchant parce que cette problématique de l'accouchement, d'un bel accouchement, est tellement liée à toute la façon dont la société a organisé l'accompagnement de l'autre dans sa santé, quoi. Est-ce que vous savez depuis quand on a mis les femmes couchées sur le dos pour accoucher? C'est-à-dire dans une position qui est absolument pas formidable. On a mis les femmes sur le dos depuis qu'il y a des hommes qui ont trouvé que c'était plus pratique d'être assis devant plutôt que couché dessous. Tout à fait. Par contre, pour les voitures et pour les réparer, ils ont inventé un truc à roulettes. Ah, j'adore, oui. Et c'est ça qui est étonnant. On a
on a été mise sur le dos de façon tout à fait arbitraire, alors que ce n'est pas la meilleure position, puisque ce n'est pas arriver sur Terre, c'est descendre. Et je crois qu'il y a tout un questionnement jusqu'où va la science, parce qu'en néonatologie, c'est le même combat. C'est jusqu'où est-ce qu'on réanime un enfant. Et aujourd'hui, il y a des médecins neurologues qui s'interrogent sur les impacts de la prématurité pour essayer de mettre des limites, parce qu'on est de plus en plus performant dans la réanimation. Ça veut dire que maintenant, on réanime à 24. Il y a quelques années, c'était seulement 26, 27. Aujourd'hui, on fait vraiment des miracles, mais jusqu'où est-ce que c'est juste? Et moi, on a des crevettes qui pèsent, 800 grammes. Ouais. Est-ce que tout cet amas d'informations que vous avez récolté, parce que c'est passionnant quand on s'intéresse à ça. Moi, j'ai été journaliste médicale et donc je sais que c'est passionnant. Mais quand on est auteur, on doit garder son regard d'écrivain et son regard d'auteur. Comment vous faites pour ne pas être empoisonné par toute cette matière, je dirais? Combien de pourcentage vous gardez cette matière pour garder Je vous avoue que ce n'est pas très réfléchi. Moi, je fais au feeling, j'écris. J'ai toujours une seule idée à la fois pour le chapitre suivant, pour ce qui suit. Donc, ce n'est pas vraiment des choix. Désolée, je vous dis ça peut-être. Mais c'est juste, voilà, ce ressenti. Maintenant, j'ai envie de parler de ça. Maintenant, c'est ça qui me touche. Et puis, c'est ça. Et puis, c'est ça. Et j'ai laissé plusieurs anecdotes, plusieurs choses que j'aurais pu raconter de côté parce que je trouvais que ça ferait trop. J'ai aussi enlevé beaucoup de choses médicales parce que je me suis dit, bon, ça va faire aussi peut-être de trop. Au début, c'était mon côté un peu avocate. Je voulais être, disons, exacte dans les termes, tout ce qui se passait, etc. Puis je me suis dit, au fond, les gens n'ont pas besoin de savoir toutes les étapes. Il faut que ça soit, suffisamment, enfin, qu'on soit suffisamment dans l'atmosphère sans qu'il y ait trop de détails non plus. Donc, j'ai voulu en fait faire un mini diplôme de médecine, néonatologie quand j'étais sur place en faisant les interviews. Donc, j'ai posé énormément de questions. Je voulais savoir ranimer un enfant, etc. Vraiment comprendre les gestes pour après pouvoir m'éclater dans la créativité et dessiner des scènes sans devoir appeler toutes les 2 secondes les infirmières ou la chef de néonatologie d'ailleurs du service de Saint-Pierre à Bruxelles qui a relu 2 fois le manuscrit pour voir si tout était exact. Et donc, c'est vrai qu'il y a une sorte il y a un moment où on lâche toute la science et on est juste dans cette espèce de flow de Mihaly Csikszentmihalyi pour écrire et voilà. Et après, on relit et on voit si tout est exact. Mais je trouve que ça nourrit énormément. Moi, je ne serais pas à l'aise en tant que première de classe, entre guillemets. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression en France. Voilà. Non, je veux pas. Dites-nous ce que c'est cette expression. Parce que... Bien, première de classe, c'est un peu la nana un petit peu chiante qui veut toujours tout bien faire. Voilà. Bon, alors, ça, c'était moi en 2018. Maintenant, je commence à changer, attention. Mais je voulais vraiment bien faire. Je voulais que tout soit vraiment exact. Et donc, j'ai vraiment beaucoup travaillé sur le plan technique. Et puis, à un moment, il faut lâcher ça parce que sinon, on n'est pas dans la créativité. Et à un moment, voilà, on se lance et on écrit et on fait cette scène. Et puis, on vérifiera après si tout est bien correct. Mais oui. Est-ce que toute cette technicité, en fait, elle est à un moment mise en retrait pour laisser place à l'émotion, pour laisser place à la fragilité de ces femmes, au doute. Et c'est ça où le romanesque du texte va prendre toute sa place. Est-ce qu'on est submergé par l'émotion? Est-ce qu'on peut avoir des moments où on ne croit plus à ce qu'on fait par rapport à toute cette technique qui est là, mais qu'on va finir par laisser de côté? Ouais. Je crois d'une part que la technique nous permet de plonger vraiment dans l'univers, les gestes, etc. Et puis tout d'un coup, hop, on passe en effet à une phase qui est plus dans l'émotion. Donc quand on est dans cette danse, moi je les imaginais presque comme une chorégraphie en train de réanimer ce bébé. On est vraiment plongé là-dedans, on est happé. Enfin moi en tout cas j'étais happée avec cette image-là. Et puis après, du coup la scène suivante a beaucoup plus de réalisme, on est beaucoup plus dans ces émotions
dans l'émotionnel, quand on passe à la scène suivante, on est beaucoup plus dans cet univers-là. C'était votre question. Ouais. Et de la même manière, Thérèse Papillon va savoir, elle est dans une course perpétuelle pour avoir de l'argent, pour accueillir le plus d'enfants, pour les protéger. On va quitter la Première Guerre mondiale, on est en plein dans la Seconde, les Allemands sont aux portes de l'abbaye, mais elle va savoir s'arrêter, prendre le temps. Et ça, c'est une force extraordinaire de respecter ce temps et de dire il faut que les enfants évoluent à leur rythme. Et j'ai besoin, on ne pourra pas raconter cette très jolie histoire, mais encore une fois, la technique, l'urgence se sont mis de côté pour l'humain. Alors, on m'a souvent posé la question parce qu'on trouve que le livre est d'une actualité troublante et donc beaucoup de gens se sont dit c'est facile de faire un hommage aux infirmières en plein Covid. Donc j'ai écrit ce texte en 2018, je ne le savais pas, ou bien c'est le plus grand plan promo jamais imaginé par une maison d'édition et là bravo Robert Laffont. Mais donc je trouve que la sagesse de Mademoiselle Papillon, qui est une sagesse d'après-guerre, donc une infirmière qui a fait la guerre, est extrêmement, enfin moi elle m'aide souvent au quotidien aujourd'hui. Et c'est cette sagesse-là qui fait en sorte qu'elle sait s'arrêter. C'est de se dire, mais voilà, dans la vie, il y a deux choses à faire. Faire avec et faire sa part. Et quand on se concentre uniquement là-dessus, c'est vrai qu'on peut traverser, c'est assez simple comme sagesse, c'est vrai qu'on peut traverser énormément de difficultés, énormément... et du coup, je trouve que ça donne un tout autre regard sur la réalité et sur comment s'y adapter. Et donc, sa part à elle, c'est de faire pousser ses enfants. Et donc, s'il faut s'arrêter pour être en pleine présence avec un enfant, par exemple, elle a recueilli beaucoup d'enfants juifs avec leurs souffrances. Et s'il faut s'arrêter et être présente avec ces enfants-là pour les aider à traverser ce qu'ils ont à traverser, alors c'est ce qu'il faut faire à ce moment-là. Exactement. Et dans son trait de caractère, c'est que quand on ne peut pas aller contre, il faut faire avec. Et on trouvera le moyen de résister. Ouais. Pour revenir à Gabrielle, il y a une question, moi, que j'ai trouvée très intéressante que vous posez, Alia, dans le livre. Gabrielle est submergée par l'émotion. Et elle est tellement dans la contrainte, elle est tellement dans l'effort, elle est tellement dans la technicité, justement. Elle n'a pas ce lâcher-prise de Thérèse Papillon. Et elle justifie ses émotions par de la fatigue. Elle dit « Ah oui, ça m'a touchée, mais je dois être fatiguée. » Et on lui demande « Mais pourquoi a-t-on besoin de justifier l'émotion ?» Et je trouve que c'est une question très intéressante. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui... l'émotion n'a pas tout à fait sa place dans notre société. Moi, je suis hypersensible et c'est seulement à 43 ans que je peux enfin le dire et me sentir bien avec ça. Je trouve ça fou. Alors que, justement, Monsieur Tomasella et toutes les personnes qui s'intéressent au sujet et qui travaillent là-dessus dirais que justement l'hypersensibilité, c'est peut-être même la normalité parce que c'est normal d'être profondément vivant et d'avoir des émotions et d'être, c'est peut-être l'hyposensibilité qui est une adaptation erronée de l'être humain. Et voir une force, voir une différence qui devient une force. Oui. Mais et j'espère que les émotions qui sont à la base ce qui maintient un être humain en vie, ce qui fait en sorte qu'il est poussé vers ce qui est important pour lui, qui le force à aller vers la satisfaction de ses besoins, j'espère que les émotions vont prendre plus de place dans la société. Mais dans un service de néonatologie, je ne crois pas que une infirmière, de ce que je pouvais entendre, je ne crois pas qu'il y ait l'espace toujours pour ça. Et je crois que face à la souffrance, face à les plus grandes souffrances, c'est très compliqué d'être à l'écoute de ses propres émotions quand il y a toujours quelqu'un qui est en train de souffrir plus que soi. Et donc, il y a tout ce questionnement-là et je trouve que ça serait très, très riche, justement, qu'on accompagne le personnel soignant avec une plus grande, avec plus de soins sur ce thème-là. Ils sont très bien formés sur un plan technique, mais quand est-ce qu'on les accompagne alors qu'ils doivent
gérer la mort, gérer des annonces tragiques, etc. Je trouve qu'il y a aussi, pour moi, un devoir de l'État de plus accompagner sur ce plan-là et pas juste de les laisser, hop. Enfin, c'est vrai, hein. Moi, j'ai beaucoup d'infirmières qui m'ont écrit en disant ce livre m'a fait du bien parce qu'on ne parle pas assez de ce sujet-là et en fait, ça a donné sens ou ça m'a permis de, moi, me sentir moins seule parce qu'en fait, on n'en parle pas assez. Non, et puis d'accepter d'être touché, c'est pas une faiblesse, c'est un autre aspect de leur métier. Mais ça va aller très loin pour Gabrielle parce que elle va se poser même des questions sur son métier. Elle va vouloir dépasser ce qu'on lui a appris. Oui, oui, et c'est au cours des interviews que j'ai appris l'existence du NIDCAP. Donc, les NIDCAP, c'est une technique qui permet d'insuffler de l'humanité dans un service où la technicité est reine. Donc, il est clair que le niveau de stress est tellement élevé que, au départ, quand on a parlé du NIDCAP, donc il y a une technique qui a été mise au point par une professeure émérite de Harvard, Heidelise Hals, que j'ai interviewée, qui est une femme passionnante de 87 ans, qui est incroyable. Et au début, quand elle a mis au point cette technique, qui donc vise à simplement dire des choses qui sont très évidentes en fait pour nous aujourd'hui, que un enfant qui est né prématurément a besoin de presque pas de lumière, si possible, des sons diminués, de silence, parce que son système nerveux n'est pas abouti. Et elle a ajouté, et en plus, si on l'observe vraiment bien, on peut identifier son langage au monde et du coup parvenir à l'écouter et à établir le programme de soins en fonction de l'enfant et de s'il est prêt ou pas prêt à ce qu'on lui change le langue, etc. Et c'était absolument fascinant d'avoir cette nouvelle technique dont on m'avait parlé. Et je me suis dit, justement, là, ça serait important que les parents soient au courant parce qu'il y a beaucoup d'hôpitaux qui le mettent en place. Mais il y a beaucoup d'hôpitaux où ils sont encore aux horaires de visite, donc où le parent n'a pas constamment accès à son enfant, ne sait pas qu'il est le premier soignant de son enfant, que le pot à pot, mais si c'est possible, évidemment, parce qu'il faut aussi que l'enfant ne soit pas trop fragile, c'est le plus grand boost qu'il peut offrir à son enfant. Et donc, il y avait plein de choses là, quand j'ai découvert cette technique, je me suis dit, il faut que je puisse trouver une façon d'en parler dans le roman. Il faut l'intégrer. Je ne sais pas si la grande écrivain Frédéric de Gelt apprécie le petit « ops » de la technique. Est-ce que ça s'est passé ou bien est-ce qu'elle a vu le truc Oui, mais de toute façon, les livres permettent ça. Mais c'est toujours cet équilibre de ne pas laisser ce qu'on a été chercher, ce qu'on a appris, qui est de la pensée ou de la technique intellectuelle, envahir le regard de l'écrivain. C'est la mesure devant laquelle j'ai tout le temps été confrontée aussi, puisque mon premier métier, c'est d'être journaliste. Et il y a des moments où il faut oublier ce métier pour laisser l'écrivain reprendre la main et surtout le traquer, évidemment, quand on l'a écrit en se disant non, mais là, je fais un boulot de journaliste, ça va pas du tout. Heureusement, on peut se relire. Heureusement, les autres n'ont pas vu encore quand on fait des erreurs. Mais oui, comment l'écrivain va faire un boulot de journaliste et raconter des choses de façon narrative, romancée, qui vont amener justement cette partie. J'ai trouvé qu'il y avait plein de moments super réussis dans votre livre à ce propos-là, justement, où tout d'un coup, vous récupérez tout ce qui est dit techniquement, je dirais, pour revenir dans quelque chose qui va être vraiment l'intériorité du personnage. Voilà. Ah, merci. Alors, je suis Nathalie, il y a des questions. Il y a des questions. Oui, on a vu que tu es revenue. D'ailleurs, on s'en fout. Hein, tu as vu, on a continué. Non, je ne voulais pas vous couper. En tout cas, Alia a répondu à beaucoup de questions qui ont été posées parce que vous avez très bien mené cet entretien, mesdames, je tiens à vous le signaler. Mais il y a surtout une question. Combien de temps avez-vous mis pour écrire ce livre, la part de recherche et après la part d'écriture romanesque? Combien de temps? Alors, moi, je suis une hyperactive. Donc, d'habitude, les choses vont assez vite. Enfin, j'ai un programme c'est un peu comme si c'était l'armée, en fait. Parce que, voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, je n'attends pas l'élan créatif. Je bosse et puis il viendra à un moment donné. Et donc, j'ai écrit le livre en 3-4 mois et j'ai fait les recherches en écrivant le livre.
D'accord. Donc, Vous êtes le premier écrivain militaire qu'on reçoit. On est très voilà. émus. Ça fait pas rêver, hein, les gars. Ils sont très jolis, ces écrivains militaires, maintenant. Merci. Justement, là, il y a une question dans ce sens. Est-ce que vous avez dit que vous aviez été avocate ou c'est Frédéric qui l'a dit, juriste? Est-ce que la rigueur du juriste vous a aidé pour écrire très précisément tout ce livre? Oui, je crois qu'il y a toujours ça comme base, un devoir de respect, tant vis-à-vis du personnage de Mademoiselle Papillon que vis-à-vis de l'univers de la néonatologie, que je ne me pose même pas la question. Pour moi, il faut que ça soit impeccable. Je ne veux pas qu'un médecin lise mon roman et se dise que, ben non, là, il y a un geste qui est erroné ou ça serait pour moi… mais ça, c'est de nouveau la première des classes qui parle. Charlotte demande si vous avez eu des retours d'infirmières, de professionnels après la lecture de votre roman. Alors, Est-ce que vous avez eu des retours? Énormément d'enfants qui ont été sauvés par Mademoiselle Papillon et d'infirmières, parce qu'il y avait les deux aspects. Et alors, oui, elles sont hyper… ce qui me revient le plus, c'est que ça donne un sens à leur métier. Alors, je ne sais pas comment, c'est sans doute la sagesse de Mademoiselle Papillon, le fait que… Voilà, peut-être qu'elles se sentent entendues avec le parcours de Gabrielle. Elle trouve que c'est très juste et donc ça c'est chouette parce que je pense que les infirmières qui ont donné énormément de leur temps et je pouvais les appeler, je pouvais leur envoyer des SMS, etc. En plus après les interviews, elles ont vraiment tout donné, hein. Ces interviews, elles étaient heureuses de pouvoir participer à ce projet parce qu'elles voulaient que leur univers soit plus connu parce qu'elles avaient trop l'impression, souvent on leur dit « Oh, c'est chouette, tu travailles avec des petits bébés, c'est tout mignon ». Et en fait, c'est très, très dur. Et donc, elles étaient très heureuses et elles ont tout donné. Et du coup, je crois que alors, le ton est assez juste. Et après, ça a été revu aussi par la chef de néonatologie pour voir que ça correspondait vraiment à la réalité, quoi. Alors, Aurélie a une question très précise. Comment avez-vous choisi les musiques? Ah oui, à la fin… Alors, souvent, mon mari m'envoie souvent des petites musiques qu'il aime bien. C'est un fan de concerts et de musique. Et alors, il y avait dedans aussi Jasper Staverling, que je voulais absolument mettre en valeur parce que c'est un musicien néerlandophone belge et je trouve qu'il n'est pas du tout assez connu alors qu'il est plein de talent. Et donc, voilà, au fur et à mesure, j'entends des musiques et souvent, en fait, j'ai aussi certains traits autistes. Décidément, c'est vraiment une description armée, autiste, etc. Donc, en fait, j'ai besoin d'entendre tout le temps la même musique. Genre, je peux l'écouter 60 fois en écrivant. Souvent, il y a aussi beaucoup de bruit dans la maison parce qu'il y a 3 jeunes enfants. Je ne sais pas ce que mon mari leur a promis pour qu'il y ait autant de calme ce soir. Et donc j'écoute souvent énormément de musique et ça me donne beaucoup d'énergie. Je trouve que ça permet de voir les choses d'une manière plus jolie. Donc, par exemple, si mon texte n'est pas assez bon, je mets une très belle musique de film et je relis mon texte. Et déjà, je trouve ça meilleur. Et du coup, ça me donne l'énergie de pouvoir encore l'améliorer. C'est bien, non? Ça vous fait ça aussi, Frédéric? J'écris jamais en musique. J'ai une bande son que j'écoute effectivement en boucle dans tous les moments où je n'écris pas. Mais quand j'écris, c'est silencieux. Ah, d'accord. Et effectivement, je mets des bandes son à la fin de mes livres, c'est vrai. Ouais. Ah, aussi, oui, c'est vrai. Alors que moi, je lis en musique. Je ne supporte pas de lire en silence, vous voyez. Ah oui. Ah, ouais. Ah oui, ça, je peux pas. Tous des vices. En tout cas, moi, je n'ai plus de questions de mon côté. Il y a des messages en disant que votre livre est magnifique et sublime. Donc, ça, c'est très bien. Je vais engager nos amis lecteurs qui n'ont pas lu votre livre, qui est sur les tables de librairie. Il est au Mans, chez Marie-Adélaïde, à la librairie Doucet. Il est dans toutes les librairies qui font le clic et collecte. Vous trouvez la carte des librairies où on espère qu'ils vont rouvrir bientôt. Et oui, comme nous, les Belges. Ah, on va le savoir. En Belgique, tout est ouvert. Ah, c'est vrai. Et on va le savoir ce soir parce qu'on va laisser l'antenne justement à notre cher président. On espère qu'il va nous annoncer des belles choses. Donc, je rappelle le titre, Mademoiselle Papillon aux éditions Robert Laffont. Je voudrais rappeler aussi que Frédéric a écrit un livre chez Actusul il y a, je sais, j'ai plus la date, excuse-moi. Ça s'appelait, alors je l'ai écrit. Les livres ne sont pas périssables. Oui, je porte un enfant et dans mes yeux l'étreinte sublime qu'il a conçue chez Actes Sud. C'est pour ça que tu étais là aussi parce que tu as écrit des poèmes sur des photos de bébés, hein, c'est ça? C'est des photos de Sylvie Sargé-Kergal qui sont soit des femmes enceintes, soit des mères avec les bébés les 3 premières semaines.
Donc, il y en a un qui s'appelle effectivement Je porte un enfant et dans mes yeux l'étreinte sublime qu'il a conçu. Et l'autre s'appelle Le cordon de soie. Ça m'a fait rire de retrouver le don de soie dans le livre d'Alia. Ouais. Ah, je vais regarder tout ça. Donc, mesdames, avant de vous laisser le mot de la fin, je vais vous dire que demain, on se retrouve à 19 h. Nous retrouverons Flavie Flamand pour son livre L'étreinte qui est sorti aux éditions Jean-Claude Lattès. Je vais vous remercier chaleureusement, Marie-Adélaïde, pour ta belle animation, Alia d'avoir été avec nous ce soir en direct de la Belgique, Frédéric d'avoir été là avec nous, ça fait rare. Je ne faisais que passer. Quel honneur, c'est Et chouette. je vais laisser le mot de la fin à Alia. Ah, mais écoutez, ça m'a fait énormément de bien de passer la soirée avec vous. J'ai senti une si belle énergie. Merci Marie-Adélaïde pour votre bienveillance. Frédéric, c'est tellement chouette d'échanger avec une écrivain talentueuse. Et Nathalie, merci pour ce miracle de technologie. Alors, moi, si j'ai le droit de dire 2 secondes, je serais contente de citer Alia, juste pour une petite phrase de la fin du livre qui correspond tout à fait à tout ce qu'on a dit. Même si l'issue d'une vie ne m'appartient pas, je conserve un pouvoir, celui de faire ma part. Et je trouve que c'est un magnifique résumé de la vie de nos 2 infirmières. Une belle Merci. conclusion. Merci Merci Marie-Adélaïde. Bonne soirée, mesdames. Prenez soin de vous. À très Et vite. bonne soirée. Au revoir.